Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, presentado en conjunto con Escondida VHP. Mi nombre es Manuel Tironi, soy sociólogo de la Universidad Católica, investigador de CIGIDEN, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, y a continuación conversaré con el destacado geógrafo y académico francés Michel Lousseau sobre el Antropoceno, una nueva era geológica que da cuenta de los efectos irreversibles que ha generado la actividad humana o cierta actividad humana en el planeta, siendo, por ejemplo, el calentamiento global, el agotamiento de los recursos, la extinción de las especies y la modificación del metabolismo ecológico reflejo de ello. Esta actividad es posible gracias al apoyo del Instituto Francés de Chile. Espero que lo disfruten. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir faire cette intervention dans le cadre de ce magnifique festival. Et je vais commencer par vous présenter en une vingtaine de minutes en français, avant une conversation avec mon collègue Manuel Tironi en anglais. Je vais commencer par vous présenter quelques éléments de réflexion sur cet anthropocène dont nous parlons de plus en plus aujourd'hui à travers le monde et qui est désormais mon objet d'étude, cet anthropocène que j'essaye de penser en lien avec l'urbanisation du monde. Et je vais vous proposer une petite réflexion aujourd'hui pour essayer de montrer comment cette idée de l'anthropocène urbain comme force géologique de l'humanité est une approche qui a sa pertinence. Je commencerai par cette image, qui est une image pour moi très importante, qui est une image très émouvante pour nous tous, puisque c'est une image prise en 1972 par l'équipage d'Apollo 17 qui faisait route vers la Lune. Et cette image fait partie d'une série qui a été prise pendant ce voyage. Et cette série est la seule série jamais prise en photographie analogique de l'entièreté de la Terre vue de l'espace. C'est donc une image très émouvante qui a été considérée par beaucoup d'analystes comme une des images marquantes de la culture visuelle de l'humanité, puisque c'est pratiquement la seule fois que des yeux d'êtres humains ont vu la Terre comme ceci, et en quelque sorte, comme j'ai l'habitude de dire, cette visage est peut-être une des seules preuves que nous avons que la Terre existe véritablement dans son entièreté. Et j'aime beaucoup cette image parce que si on la regarde bien, on s'aperçoit en réalité qu'elle nous montre trois images en une. Cette image est plus complexe qu'il n'y paraît. Et pour penser l'anthropocène, je crois qu'il est utile de commencer par déchiffrer cette image, pour lui donner un peu plus d'épaisseur que celle qu'on voit au premier coup d'œil. Cette image nous montre d'abord une planète, n'importe quelle planète, serions-nous tentés de dire, puisque c'est une planète parmi une infinité d'autres planètes dans un univers qui est lui-même de dimension infinie et en expansion continue. Cette planète, qui est une planète fabriquée par des forces physiques et biologiques, c'est une planète qui peut exister indépendamment de l'être humain. Elle a même existé pendant très longtemps, sans vie, sans vivant, sur elle, et l'être humain n'est apparu que très tardivement, nous le savons, dans cette histoire de la planète, et la planète pourrait exister sans être humain à l'avenir. C'est d'ailleurs même une situation dont nous sommes sûrs qu'elle existera, puisque les planétologues, les spécialistes des planètes, estiment que d'ici 1 milliard d'années à peu près, en raison de l'accroissement des rayonnements solaires liés à la vie même de l'étoile que constitue le Soleil, eh bien, l'atmosphère de la planète, quoi qu'il arrive, sera trop chaude pour toute vie. Donc, de toute manière, nous savons que cette planète a existé sans l'être humain et continuera d'exister après la disparition de l'espèce humaine. Je crois qu'il faut toujours se rappeler de cette première dimension planétaire et comprendre
ce que dit un historien indien très intéressant pour qui s'intéresse à l'Anthropocène, qui s'appelle Divraj Chakrabarty, qui dit mais finalement la planète est indifférente à l'histoire humaine. Et la planète n'a pas de préoccupation pour l'histoire humaine et pour l'être humain. La planète suit son cours de planète. Et j'ai l'habitude désormais de rajouter, oui, mais la réciproque n'est pas vraie. L'être humain ne peut pas, lui, être indifférent à la planète. C'est peut-être déjà cela qui caractérise l'Anthropocène, mais nous y reviendrons. Mais si l'on regarde bien cette image, évidemment, on s'aperçoit que ça n'est pas n'importe quelle planète parmi toutes les autres. Quand j'ai dit tout à l'heure une planète parmi toutes les autres, en réalité, je sais bien qu'il n'en est rien, parce que cette planète, je la reconnais tout de suite. Cette planète, c'est la Terre. Donc la deuxième chose que nous voyons dans cette image, c'est la Terre. La Terre, c'est-à-dire non pas une planète parmi d'autres, mais le lieu de l'espèce humaine. Justement, cette Terre que nous pouvons considérer comme notre logis commun. C'est un mot qui est souvent utilisé, notamment en anglais, où on parle the home Earth ou the home planet, la planète comme logis de l'humanité. Et j'aime bien cette idée de la planète comme logis de l'humanité parce que ça renvoie à un concept très important en géographie qui est le concept d'écoumène, qui vient d'un mot grec. Et ce concept d'écoumène renvoie tout simplement à l'espace de l'espèce humaine, l'espace fabriqué par les humains pour pouvoir se développer, pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc cette planète, c'est la Terre en tant qu'œcoumène qui accueille en quelque sorte l'espèce humaine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que petit à petit, dans l'histoire, la Terre est devenue peu à peu congruente de la planète. C'est-à-dire que l'écoumène terrestre, qui était plus petit que la planète pendant très longtemps, parce que pendant très longtemps, les êtres humains n'occupaient que de toutes petites portions de cette planète, eh bien, désormais, la Terre et la planète ont convergé, ne font plus qu'un. Alors, ça n'est pas tout à fait vrai parce que nous aurions le temps, nous pourrions montrer que l'œcoumène terrestre est désormais dilaté au-delà même de la limite planétaire. D'ailleurs, la capacité même pour ces astronautes de prendre cette photo nous le prouve, parce que ces astronomes ont pris cette photographie à 45 000 km de la Terre, 45 000 km de la Terre, dans une capsule spatiale qui est une petite bulle d'œcoumène terrestre extraite des lois gravitaires de la planète qui s'est arrachée à la gravité. Et donc, cette photo est prise dans une position d'extériorité qui montre finalement que désormais, l'œcoumène est un tout petit peu plus grand que la planète. Et nous avons peut-être tous suivi il y a quelques semaines l'arrivée du rover Perseverance sur Mars. Et lorsqu'un rover comme celui-ci arrive sur Mars, eh bien, c'est une nouvelle petite bulle d'œcoumène terrestre qui est projetée au-delà de la planète. Donc, il faut prendre au sérieux cette idée que la Terre est plus grande que la planète aujourd'hui. Et puis, si l'on regarde bien encore, et je viens de nous mettre sur la voie en parlant de cet astronaute qui a été satellisé au-delà de la planète pour ensuite tourner autour de la Lune, eh bien, nous voyons apparaître une troisième réalité qui est ce que j'appelle le monde. Le monde, c'est l'état contemporain de l'œcoumène terrestre. Le monde, c'est le moment historique contemporain qui s'ouvre à partir des années 1950 et qui n'est pas clos aujourd'hui. Ce moment lors duquel, en raison même de la maîtrise technique que les êtres humains ont acquis, ce moment contemporain où les êtres humains mettent en exploitation de plus en plus systématiquement le système biophysique planétaire pour développer leur œcoumène. Et en quelque sorte, la possibilité même de prendre cette photo, comme je le disais tout à l'heure, en orbite, au-delà même de l'orbite, c'est quelque chose qui montre bien l'extraordinaire maîtrise technologique acquise désormais par les êtres humains en société. Alors pour moi, le monde, c'est ce moment contemporain de l'œcoumène terrestre qui est le nôtre et que je vais essayer de qualifier comme un monde anthropocène. Donc, vous voyez bien que dans cette image, si on la regarde bien, on voit apparaître ce que j'appelle un système, le système planète
Terre, monde, la planète comme réalité biophysique, la Terre comme œcumène, comme espace de l'espèce humaine, et le monde comme moment contemporain de cette Terre. Et c'est autour de ces trois mots que désormais j'essaie de travailler pour comprendre la réalité de cet anthropocène dont nous allons parler maintenant. Cet anthropocène qui est un mot qui, comme vous le voyez sur cette image, est un mot finalement qui a été inventé très récemment, notamment par le personnage signataire de cet article, qui est Paul Crutzen, prix Nobel de chimie, spécialiste de l'atmosphère, et qui, dans ce texte très célèbre, paru dans Nature, la grande revue Nature, au début du XXIe siècle, donne une première approche de ce nouveau concept d'anthropocène, A Geology of Mankind, en insistant sur quelque chose de tout à fait important et qui va nous retenir, à savoir que l'anthropocène, c'est sans doute ce moment où l'on découvre la puissance des activités humaines dans la mesure où ces activités humaines deviennent en elles-mêmes des forces géologiques. Et voilà une phrase ici, pardon en français, mais qui pourra sans doute être traduite, où l'on retrouve Paul Crutzen en auteur avec d'autres spécialistes de ces questions, une phrase très intéressante qui a été publiée en 2011, dans laquelle on donne une bonne approche de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est ce moment finalement où on se rend compte que l'activité humaine est si intense, que les activités humaines ont tant d'impact sur les systèmes biophysiques planétaires que désormais on peut considérer, je cite, que cette activité humaine rivalise avec quelques-unes des grandes forces de la nature. Regardez la dernière phrase, le genre humain est devenu une force géologique globale. Par cela, il faut entendre que l'être humain, l'espèce humaine, dans son utilisation des ressources biophysiques, est tellement efficace et puissant qu'il est devenu capable, comme les autres forces biophysiques planétaires, d'influer durablement sur ce système planétaire, chose qui n'est jamais arrivée à aucune autre espèce dans l'histoire de la planète, et chose que le genre humain n'avait évidemment pas réalisé avant la période la plus contemporaine. Donc l'anthropocène, c'est ce mot un peu étrange, anthropos homme, scène ça veut dire nouveau, donc la période nouvelle de l'homme. L'anthropocène, c'est ce moment où l'on prend conscience de cet impact des activités humaines sur les grands systèmes biophysiques planétaires, et nous allons voir que cet impact pose évidemment toute une série de questions, parce qu'on pourrait se dire finalement, qu'a-t-on à faire de cet impact? En quoi cet impact nous préoccupe-t-il? Eh bien, il doit nous préoccuper parce que cet impact des activités humaines sur le système biophysique planétaire menace tout simplement l'écoumène terrestre, c'est-à-dire tout simplement menace notre capacité d'habiter la planète, d'offrir un monde habitable pour le plus grand nombre dans un délai finalement assez bref. Cette réalité nouvelle anthropocène, de quand date-t-elle? Alors, je ne vais pas revenir dans les détails parce que ça serait trop long, mais disons qu'il y a énormément d'hypothèses contradictoires. En ce qui me concerne, je reprends une idée développée par tous ces auteurs dans un premier texte publié en 2004, Global Change and the Earth System, qui a ensuite été réactualisé en 2014. Tous ces auteurs réfléchissent à un concept tout à fait intéressant qui est le concept de grande accélération. C'est-à-dire à partir d'une étude de tendance socio-économique et une étude également de tendance du système Terre, qu'ils représentent ces auteurs sous la forme de ces petits graphiques, tous conçus de la même manière, vous voyez, avec 1750-2010, puis en abscisse et en ordonnée, vous avez ensuite un gradient qui permet de mesurer l'intensité d'un phénomène. Eh bien, ils représentent de façon homogène toute une série de phénomènes socio-économiques ou de phénomènes biophysiques, et ils s'aperçoivent que toutes les courbes
ont un air de famille, que les courbes se ressemblent en quelque sorte, et ils s'aperçoivent en particulier que pratiquement toujours, il y a une sorte de point de bascule à partir de 1950. C'est-à-dire qu'à partir de 1950, les courbes changent. Vous voyez, regardez, elles ont d'abord une croissance qu'on appelle arithmétique, puis à partir de 1950, elles commencent à avoir une croissance géométrique. Regardez, la pente de la courbe de croissance devient presque verticale. Eh bien ça, on sait, quand on a fait de la statistique, que lorsqu'il y a des phénomènes de distribution de ce genre, c'est qu'il y a une modification d'un régime d'évolution, et nous avons donc là le point de départ de ce qui va permettre à ces auteurs de faire l'hypothèse donc de la grande accélération anthropocène. Ces auteurs estiment que finalement, à partir de 1950, on constate une accentuation considérable des activités humaines, une accentuation considérable de l'utilisation par les êtres humains des ressources terrestres, et on constate une accentuation considérable, ça se voit là dans cette série de graphiques, de l'impact de ces activités humaines sur les systèmes terrestres. Ça serait très long de rentrer dans le détail, je ne suis là que pour faire une introduction, on pourra sans doute y revenir dans la conversation. Et ce qui est intéressant pour moi, géographe, c'est de me dire, mais alors, où se situe la cause première, principale en quelque sorte, de cette grande accélération? Les auteurs dont je parlais tout à l'heure voient cette cause principale dans cette première courbe que vous voyez en haut et à gauche du graphique, c'est-à-dire cette courbe qui renvoie à l'évolution de la population mondiale, population qui effectivement croît considérablement à partir de 1950. Et moi, je propose une interprétation légèrement différente. Je regarde plutôt la deuxième courbe à gauche de la deuxième ligne, la courbe de la population urbaine, et je propose de considérer que le vecteur de cette grande accélération anthropocène, eh bien, il est indiqué ici par la croissance de la population urbaine. Regardez cette pente de courbe qui est tout à fait spectaculaire. Donc, je propose, et vous comprendrez donc le titre de ma présentation, je propose de considérer que ce vecteur principal de la grande accélération, eh bien, c'est ce que j'appelle l'urbanisation généralisée de l'écoumène terrestre, l'urbanisation généralisée de la Terre. Et tout cela rentre dans le cadre d'une réflexion que je mène depuis maintenant 35 ans, qui est une réflexion sur la mondialisation, le processus de mondialisation, mais une réflexion assez différente de celle qui est proposée, par exemple, souvent par les économistes qui suggèrent que la mondialisation renvoie à un processus de globalisation de l'économie. C'est un phénomène qui est évidemment très important, mais que je considère en fait comme un phénomène second, en quelque sorte un phénomène enchâssé dans un phénomène plus important. Et pour moi, la mondialisation, c'est le résultat de l'urbanisation généralisée de la planète. L'urbanisation est un processus qui fabrique un nouvel espace social de cohabitation d'échelle planétaire que j'appelle le monde, et on retrouve donc ce que je disais tout à l'heure. Le monde, c'est-à-dire cette forme historique actuelle, contemporaine de notre écoumène, eh bien le monde, c'est le résultat de l'urbanisation généralisée. C'est l'hypothèse que j'essaye de développer dans mes travaux et qui m'a fait créer le programme de recherche École urbaine de Lyon que je dirige aujourd'hui. Évidemment, cette urbanisation du monde, on peut l'appréhender par des chiffres déjà simples. Nous aurions le temps, nous verrions que la population mondiale entre 1900 et 2050 aura été multipliée par 6, ce qui est déjà considérable, de 1,5 milliard à presque 10 milliards d'habitants, alors que la population urbaine aura, quant à elle, été multipliée par 34, c'est-à-dire qu'il y a là un facteur beaucoup plus important, ne serait-ce qu'au plan démographique, qu'il faut absolument prendre en compte. Et il faut bien que nous nous rendions compte qu'aujourd'hui, les terriens, ceux qui habitent l'écoumène terrestre, sont des urbains. Et tout cela parce que la mondialisation est une urbanisation généralisée de la Terre, et que cette urbanisation n'est pas simplement un processus démographique, mais bien plus important que cela. Je considère que l'urbanisation, c'est d'abord une mutation des formes de vie, c'est-à-dire des manières de vivre et d'exister.
pour les habitants de cette planète. Nous ne vivons plus de la même manière aujourd'hui en 2020-2021 que ce que nous connaissions comme mode de vie, comme forme de vie dans les années 1950. L'urbanisation a tout changé, a apporté véritablement de nouvelles formes de vie. Et là, je ne juge pas pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, il y a du pour et beaucoup de contre, mais il faut reconnaître ce bouleversement des formes de vie, mais il faut aussi reconnaître le bouleversement des organisations sociales, des systèmes de production, des régulations juridiques, des régimes politiques. Bref, pour moi, l'urbanisation est un processus systémique qui englobe absolument toutes les réalités sociales, qui bouleverse la façon qu'ont les individus de vivre, et en bouleversant la façon qu'ont les individus de vivre, bouleverse toute l'organisation des sociétés dans tous les domaines d'activité de ces sociétés. Et c'est ce caractère systémique et englobant qui me paraît tout à fait important si l'on veut comprendre l'urbanisation du monde, qui provoque donc ce que j'appelle une mutation de cet écoumène. C'est pour ça que je différencie la Terre comme écoumène et le monde comme moment contemporain. Le monde, c'est l'écoumène urbanisé. Nous constatons chaque jour un peu plus ce bouleversement de nos conditions de vie par l'urbanisation généralisée, et un bouleversement des conditions de vie qui est tellement puissant qu'aujourd'hui, être un urbain, être un habitant urbain de la Terre, ne suppose pas qu'on habite en ville, qu'on réside en ville. Vous voyez, on peut être un urbain en résidant dans un espace rural, agricole, tout simplement parce que, en raison même de la puissance de l'urbanisation, la manière dont on aura de vivre sera en fait connectée au principe de l'urbanisation généralisée. On pourrait le montrer notamment en étudiant, par exemple, comment les zones de production agricole sont aujourd'hui tirées dans leur organisation et leur fonctionnement par les marchés urbains, mais on pourrait également réfléchir à la façon dont la communication numérique qui s'est déployée à partir du système urbain, comment la communication numérique aujourd'hui fait partie de la vie pratiquement de tous les habitants de la Terre, et que cela procède de cette urbanisation des formes de vie dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'Anthropocène serait, si l'on accepte de me suivre, une nouvelle époque historique qui s'ouvre à partir de 1950, une époque historique qui est directement liée à l'urbanisation généralisée de la Terre et à la mise en relation de cette urbanisation et du système biophysique planétaire. En effet, ce qui est tout à fait spectaculaire, et c'est ce que nous étudions aujourd'hui dans mon programme de recherche, c'est que l'on peut montrer que l'urbanisation a des effets considérables sur les systèmes biophysiques planétaires. C'est en ce sens que l'urbanisation est un vecteur de l'entrée dans l'Anthropocène, c'est un vecteur de ce que l'on appelle le changement global. Et l'on peut tout à fait montrer que l'urbanisation a en fait 4 effets majeurs sur les systèmes biophysiques planétaires. Je vais très vite, ça a été cité tout à l'heure en introduction par Manuel. L'urbanisation a des effets très puissants sur le climat. On peut montrer comment l'urbanisation est le vecteur du réchauffement climatique. L'urbanisation a des effets extrêmement puissants sur la dégradation des écosystèmes et le déclin accéléré de la biodiversité. On peut le montrer partout au monde, c'est quelque chose qui est très bien documenté aujourd'hui. L'urbanisation est en lien direct avec l'épuisement des ressources non renouvelables et renouvelables. Non renouvelables, des ressources minérales rares, par exemple. Ressources renouvelables, il y a par exemple les ressources de pêche. La surpêche aujourd'hui pour satisfaire les besoins alimentaires des marchés urbains. Cette surpêche menace des stocks de poissons qui sont, pour certains d'entre eux, quasiment épuisés. Et puis, l'urbanisation a également des impacts très puissants sur le fonctionnement de grands systèmes, sur ce qu'on appelle le fonctionnement de métabolisme de grands systèmes, comme les sols ou comme les océans.
cet impact de l'urbanisation, il est tellement puissant que certains auteurs dont je fais partie ont proposé de qualifier l'Anthropocène d'urbanocène, pour jouer sur les mots, en disant finalement cet Anthropocène est un urbanocène où, ce que je préfère dire, l'Anthropocène est urbain, d'où ma proposition pour mon intervention d'aujourd'hui, Anthropoceno urbano, c'est-à-dire l'Anthropocène en tant qu'il est vectorisé, porté par l'urbanisation. Et j'ai été amené récemment, et je terminerai cette première présentation là-dessus, à réfléchir dans un petit livre qui vient de paraître en français, qui s'appelle Chronique de géographie virale, chronique de géovirale. Eh bien, j'ai en fait essayé de réfléchir à la pandémie actuelle de SARS-CoV-2, à la COVID-19, cette pandémie qui provoque, nous le savons tous, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous ne sommes pas véritablement ensemble, nous sommes ensemble mais via Zoom et pas en présence les uns des autres, et évidemment je le regrette. Eh bien, cette pandémie qui est si puissante, qui a un tel impact sur nos vies au quotidien, eh bien, j'essaie de la présenter comme un fait anthropocène total. Pourquoi peut-elle être présentée comme cela? Eh bien, parce que je montre dans ce livre qu'on peut considérer l'apparition du virus SARS-CoV-2 comme procédant, c'est quelque chose qui paraît aujourd'hui clair pour les scientifiques, de la dégradation des écosystèmes en raison de l'urbanisation et de l'étalement urbain. Voilà. Nous savons qu'en raison de l'affaiblissement des écosystèmes, de l'affaiblissement de la biodiversité, les scientifiques, les virologues, les épidémiologues, les éthologues, les zoologues savent que cette dégradation des écosystèmes liée à l'urbanisation expose de plus en plus les êtres humains à être affectés par des virus franchissant des barrières d'espèces animales, notamment parce que, alors que jadis, dans des écosystèmes beaucoup plus complets, en meilleure santé d'écosystèmes, eh bien finalement, les transferts d'espèces n'arrivaient pas jusqu'à l'être humain parce qu'il y avait énormément d'espèces intermédiaires. En quelque sorte, le virus n'arrivait pas à franchir toutes les étapes. Aujourd'hui, avec la dégradation des écosystèmes, l'apparition des élevages industriels, qui sont, notamment en Chine, des lieux où les virus animaux se trouvent très à leurs aises, et des élevages industriels qui sont très proches des êtres humains, eh bien, cette apparition des élevages industriels constitue un bon intermédiaire à ce que des virus passent, ici des chauves-souris, jusqu'à l'être humain par plusieurs espèces animales et vraisemblablement après un passage par les élevages industriels. Donc, il y a là quelque chose de tout à fait intéressant de montrer que la pandémie nous montre déjà l'impact de nos activités humaines et l'impact de l'urbanisation sur les écosystèmes. Et puis la deuxième chose que je montre, c'est que la pandémie est un fait anthropocène total parce que l'expansion mondiale de la pandémie, l'expansion mondiale du virus, le caractère pandémique de cette expansion, donc l'expansion mondiale du virus, et je l'explique dans le livre en détail. Ce livre reprend des chroniques que j'ai réalisées sur la chaîne YouTube de l'École urbaine de Lyon en français. Vous pouvez les retrouver, ce sont des chroniques d'une dizaine de minutes chacune, et je les ai reprises en livre. Il y a une nouvelle série de chroniques que j'ai lancée depuis quelques semaines maintenant. Eh bien, cette expansion du virus à l'échelle mondiale suit la géographie urbaine du monde. Donc, je montre dans ce livre comment finalement la diffusion de la pandémie nous indique beaucoup de choses sur le fonctionnement du monde comme système urbain généralisé, un système urbain où il y a des relations d'interdépendance entre toutes les réalités du monde et entre toutes les parties du monde. Voilà, je voudrais m'arrêter sur cette petite proposition de considérer la pandémie comme un fait anthropocène total. Pardonnez-moi d'avoir été peut-être un peu rapide et un peu synthétique, mais en une vingtaine de minutes, c'est difficile de faire une présentation de cet anthropocène urbain. Retenons donc que l'anthropocène, c'est ce moment où notre impact sur la planète est si fort que nous mettons en question l'habitabilité de la Terre, puisque nous savons désormais qu'en raison des effets du changement global, eh bien, de vastes portions de l'espace terrestre pourraient
d'ici 30, 40, 50 ans, et peut-être même avant, ne plus être habitable dignement par le plus grand nombre. L'Anthropocène, c'est donc aussi ce moment où l'on réalise la gravité de cette crise de l'habitabilité qui s'annonce. Many thanks, Michel. This is a really interesting, fascinating presentation. It's always inspiring and provocative to hear how the Anthropocene is pushing forward towards new links and new avenues for research. For example, how do we link the Anthropocene, right, with urbanization and cities, and what kind of analytical and methodological propositions we can learn and we can kind of invent to think about those linkages as a way to cultivate or to start a conversation. I just want to be provocative as well and to make a very brief comment on three things that I think are quite interesting from your presentation, and maybe you can then comment on that or react to my own reading of your propositions, which again, I think are really, really interesting. So the first thing that I want to bring to the table is this position or how the Anthropocene has pushed us to think about the cosmos, right? I think that what is interesting about this kind of recognition that we in terms of the planet Earth is one planet amid a multiplicity of other planets. I think that it pushes us to think about what Vincent Desprez calls cosmoecology, to scale up our notions of ecology, to think about the cosmos, because I think it's important to recognize that our planet is not independent from the ecology of other cosmological matters and forces and dynamics, including other planets, right? I mean, actually, the calcium, a lot of minerals, including calcium, that is the condition of possibility of our bones, comes from precipitated material coming from the cosmos, right? So we are not independent from this cosmoecology. What is actually a fact is that the cosmos is completely aloof, withdrawn from the human and from our human intentions and dynamics, and that's very interesting. So to think this complex tension between indifference and relationality between the planet, the Earth, and the rest of the cosmoecology. So that will be one point. The other one is interesting. I was kind of curious about your distinction between the Earth as an ecumen, as you talked about, and what you call worlds or the world, right? And I think that there is a really interesting, again, tension between the concept of the Earth and the concept of the world, because you thought about, you're thinking about the Earth as this kind of this commons, right? This common place in which we inhabit as Earthlings, the Earth as the ecumen, right? But I will claim that fact is it's only possible if we think the Earth as a geophysicality, right?
The Earth is just one. It's just one mothership. It's just one ecumen. It's just one planet. Only if we think about it from modern terrestrial system theory or from a geophysics, from the geophysics of the planet, right? Because from many other perspectives, the Earth is the Earth, of course, but it's something else from what geology says, right? So what I'm trying to say is that the Earth is one, of course, but it's also multiple. There is not just one Earth, because an Earth made by resources, for example, and matters, on the one hand, is a quite different Earth than one that is articulated by more than human and more than geological relations oriented to or made possible by ethical commitments and land-based relations, right? So I will, there is a tension there that I think is quite interesting between world and Earth, and what is the affordance, the analytical affordance of separating both. And finally, and I'll stop here. I think it's really interesting to think about the urbano scene, right? Or to think about that the city or the urban is the current form of this planetary ecumen, as you told us. And I actually do believe, I agree with you that as a historical fact or a demographic fact, cities are probably the most populated space, right, in the world, and cities and the urban has been increasingly augmenting its size and density over the last century. But I will also say that the Anthropocene as a concept, the Anthropocene as the possibility to think new worlds, not only to diagnose our current situation, but also to think alternatives. I think that the Anthropocene requires to slow down, actually to resist the many universalizations upon which the concept rests. I think that one of the problems of the Anthropocene is actually its kind of generalization, right? Like the anthropos. It's a generic category that doesn't really identify that the human is not a generic category. So I think that since this universalization is precisely the ontoepistemic gesture of modernity that brought us here, that brought us to our current crisis, we should be cautious about adding more generalizations to the modern gesture that is at the base of the Anthropocene. So I will slow down the idea that Earthlings are urban today. While I agree that historically that might be the fact, that might be the situation, but politically and also territorially, I will slow down any gesture that expands further generalizations, universalizations, and this kind of view from nowhere. And let me just think about two kind of contradictions or two elements that may discuss with these propositions, this proposition. So first, I think that we have to think about divergent urbanizations. Urbanization is not just one thing. It does not happen everywhere in the same manner. Urbanization in Kenya or in Peru or in
Belgium, and within those territories, like within regional and local realities, urbanization is quite different. So I'm not sure that we can talk about urbanization as one grand gesture, because these processes are marked by different geopolitics, are marked by different inequalities and different histories and institutional histories, cultural histories, etc. And I think as well that it's very important to think about the immense minorities, as Viveiro de Castro and Deborah Danowski talk about, right? So to all those people that might not be the main actor, as depending on how we frame that, actually, right? But all those people that do not live in cities, or that live in places in which city or the urban is a quite ambiguous concept, right? So I think that we have to think a little bit more before adding a new kind of grand arc or grand conceptual umbrella, because something is quite important for me regarding the Anthropocene and what it allows, but also what the Anthropocene renders problematic, right? Is that, as Donna Haraway says, it's important what conceptualize concept. It is important how we talk about the Anthropocene. So I think that the risk of adding urbanization as a new grand gesture, kind of generic gesture, risk of, again, rendering invisible communities, life projects that are divergent, and they will be rendered again invisible, again marginalized, again outside the picture, and again we will be assuming that there is one anthropos, right? And I think that we have to resist that tendency. I'm not, of course, saying that you are. I'm not saying, Michelle, of course, that you are suggesting anything of what I've said, right? I'm sure that you are. I'm sure that you agree with me. But I just want to hear your reactions to my provocations. No, thank you, Manuel. There are not at all provocations, but very, very, very clever remarks and very relevant remarks. And thank you very much for saying that, because you give me the opportunity to precise some points I couldn't emphasize during my presentation. First of all, I have to say that to me, Anthropocene shouldn't be a stable concept. It's not a concept to me. It's strange, perhaps I have to say that, because it's less a concept than what I might present as a clinical framework. Perhaps you remember that Gilles Deleuze wrote a book in which he compared the critical way of thinking and the clinical way of thinking. And to me, Anthropocene is a clinical framework. A clinical, that is a tool, a scientific and intellectual tool, in order to put on the table, to put within the public debate a kind of diagnosis about the state of the world, about the state of the world we have to
to inhabit a world which is not able to offer to every human being good conditions of living, a world of inequalities, of unfairness, of injustice, a world of violence, oppression, and so on. So we have to observe this world with the clinical framework of the Anthropocene, which is not the old clinical framework we have the habit to use in 1950 or in 1960. It's another one, and it's another one because we are now facing an incredibly new crisis. That is the crisis of our capability to inhabit the earth, the crisis of the global change. So we need a new clinical framework. And to me, the Anthropocene is just that, a kind of clinical proposal in order to think the world, this unfair world, unfair with, especially with the subalterns, with women, with indigenous people, with the poor, and so on. I agree totally with you. And we have to think with this clinical framework on the state of the world. Also, in order to think in a new way, what should be the anthropos for tomorrow? Obviously, it couldn't be the same anthropos we have the habit in the Western world to emphasize, to promote, to show as the univers, the l'homme universel, the universal human being that is a white male from Europe and United States of America. Of course, we have to enrich the concept of anthropos we listen to in the word Anthropocene. So we have to do, we have to work, we have to research, we have to think about that. And I agree totally with you. It can't be, the word Anthropocene can't be at all a stable conceptual umbrella. If the Anthropocene is that, it's not interesting at all. It's the first point. I think we converge and we agree together, of course, on this point. Secondly, I want to say that one thing is particularly interesting in using the Anthropocene framework, the Anthropocene clinical framework, is the fact that thinking about the planet, the Earth, and the world, I will be back on the three words after my explanation. It's also a way to realize that as human beings, we are living in a social reality which is much more complex, much more interlinked with other entities that we presume we as modern human beings. And you said something particularly right and interesting. In a sense, thanks to Anthropocene, we have to go back to materiality. We have to go back to the fact that as inhabitants of the world, we are day after day
hour after hour, minute after minute, we are dealing with materiality. We are not human beings floating in the space. We are inhabit an earth which is both a global sphere, but also a complex of localities interlinked, and we are living, we are dwelling, we are inhabiting with the materiality. And it's very important to realize that and to go back to this kind of research which could allow us to understand the way we are living with materialities in our everyday life. And in a sense, in the same way, in a sense, I have to say that the Anthropocene is a moment, the Anthropocene framework is an opportunity to think about the fact that we are also living permanently, as Vinciane Després explained us very well, and Donna Haraway also, and Atsing also, and so forth. We are living permanently, on one hand, with other human beings, of course, on the other hand, with materialities, and on another hand, we are also living with non-human beings. And the reason why I was, and I'm still am fascinated by the pandemic is because during this pandemic, we realized that we absolutely can't live without taking into account the fact that we are linked with non-human beings, like virus, like pathogens, like animals, like vegetables, and so on. So we have to complexify the way we think about the human habitat. And it's also a good thing to say that the Anthropocene clinical framework offers us social scientists, geographers, and so on, offers us to complexify, to make more complex our objects of studies. And that the reason why I think Anthropocene is a relevant framework, if and only if we are trying to use Anthropocene not like a stable conceptual umbrella, but like a clinical framework, as I try to explain that. And in the same way, we have to go back to materiality, thanks to Anthropocene, to go back to non-human beings, thanks to Anthropocene, to go back to the fact that when we use the word urbanization, we have to listen to the S to urbanizations. Urbanization is a plural word. We can't hear urbanization as a simple, unique concept, because urbanization is a process, and there are all around the world an infinity of urban situations, which are each rather specific, different than others. So urbanization is a global process, of course, a process which shapes, in a sense, the earth, which shapes the world. But the result of this process is an incredible complexification of the local situations. And the reason why
I wrote a book at the right of the slide, which is called Hyperlieux, Hyperplaces, New Geographies of the New Geographies of the World. And I try in this book to explain how the world is more and more differentiated, is more and more localized in a sense. And any urban situation is rather different than another one. So I think we agree also on that, Manuel. We can't listen to urbanization and forget the complexification of the situations we can observe as social scientists when we try to observe the world and to explain it. And the last thing I want to say is an answer, a kind of answer to your first remark, which was really accurate and interesting too. I welcome this academic year as a scientific fellow in Lyon, in France, a colleague, a philosopher, Sverre Rafsnø, who is a philosopher from the University of Copenhagen in Denmark, and he develops in Lyon a work in order to think about the Anthropocene as a cosmological term. And I think it's really relevant, really interesting, and that the reason why I began by this picture, this iconic photograph of the planet, the Earth, and the world, because I think one thing particularly interesting in the Anthropocene clinical framework is that we have to think about the planet, the Earth, and the world, and to link this thought with the facts I discussed previously, that the world is both a global entity and, if I look at the world as a geographer by observing urban situations, the world is a mix of an amazing, an incredibly complex pattern of different situations. So we have to be aware of the fact that if we are trying to understand our situation by using the clinical framework of the Anthropocene, we have, on one hand, to think about the cosmos, the new way of thinking our cosmos as human beings, and we have to take seriously the fact that we have to reinvent a meaning for the simple word that is cosmopolitism. We are to invent a new cosmopolitism, that is a linkage between cosmos in Greek, in ancient Greek, and polis, that is city in ancient Greek. Anthropocene is an incitation, an incentive to think about the new pattern of the cosmopolitism at the beginning of the 21st century. How could we link the cosmos and the polis, the Earth and the urbanized world, in a sense? But we have, on the other hand, also to think about the amazing complexity of the
of the places, the 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 places which are subsumed by the cosmos, which are in this kind of new box of our Anthropocene cosmos. I'm not sure I'm really clear, but thank you very much for your remarks. They were really, really relevant, and I think more or less we agree on the diagnosis and on the solutions. Thank you very much, Michel. Of course, we agree. And again, thank you a lot for your generosity. Así que vamos a terminar acá. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muy agradecidos de Michel por su generosidad para compartir sus muy interesantes ideas. Me quedo con la idea precisamente de pensar el antropocenos en plural y locales, siempre específico a distintas historias, configuraciones sociales, materiales y culturales. Los invito a todos y a todas a seguir disfrutando y reflexionando con las actividades del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021.